Dans l'actu cyber, beaucoup de choses, mais dans le grand rendez-vous cyber, trois experts. Adrien Merveille, bonjour. Vous Bonjour. êtes expert cybersécurité chez Checkpoint. En face de vous, François Deruty, Bonjour. bonjour. Vous êtes spécialiste de la menace cyber chez Sequoia. Et Cyril Chauvel est avec nous également. Bonjour Cyril, consultant en cyberconformité chez Advance. Et vous êtes membre de l'AFCDP, donc qui rassemble l'ensemble des métiers autour de la protection des données personnelles. Exactement. Alors, je voulais qu'on commence ensemble, Adrien, avec cette attaque qui présage d'une nouvelle menace qui nous arrive. La première attaque zéro clic, EcoLeak. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, Ecolic, effectivement, il y a deux. Alors, déjà, c'est une vulnérabilité. Il n'y a pas eu une attaque, ça a été Ouais. découvert dans un cadre maîtrisé, mais ils ont réussi à détourner, si on peut dire, l'usage. Alors, qui il déjà? Alors, c'est une société spécialisée dans la cybersécurité et en particulier dans l'intelligence artificielle qui s'appelle IM Security. Ok. Et beaucoup d'éditeurs de solutions de cybersécurité ont des équipes qui vont un petit peu tester certains mécanismes. Par exemple, Checkpoint, nous, on a découvert des vulnérabilités sur des aspirateurs, sur des drones, sur des choses beaucoup moins rigolotes qui sont plus dans des environnements IT. Mais voilà, ça fait partie un petit peu du jeu d'avoir des équipes qui vont chercher à trouver des points faibles dans les technologies pour simplement améliorer la sécurité globale des éditeurs. Donc, Essayer de prendre les devants, en fait, pas exactement. juste de courir après D'ailleurs, les cybercriminels. quand on découvre ce type de vulnérabilité, on a un délai entendu avant de communiquer dessus. On Oui. prévient d'abord l'éditeur qui fournit la solution sur laquelle on a trouvé la vulnérabilité, et ensuite on la communique, mais après un certain temps, pour qu'ils aient le temps de préparer De des la correctifs de corriger. sécurité. Ouais. Exactement. Ok, donc quel est décrivez-nous l'attaque qui a été Alors, menée en vous, utilisant cette vulnérabilité. vous avez parlé de zéro clic. Oui. Zéro clic, c'est un type d'attaque qui ne nécessite pas une action utilisateur à un moment, peu importe lequel. Donc ça veut dire, quand vous recevez un mail de phishing, vous allez cliquer sur un lien, là il y a un clic. Oui. L'action zéro clic, c'est une attaque qui n'a pas besoin d'utilisateur pour fonctionner. Alors, c'est nouveau dans ce contexte-là, et on verra pourquoi, mais c'est pas nouveau. On a déjà vu des attaques zéro clic avant. On a une des plus connues qui était sur les smartphones, qui était Pegasus, Oui. qui utilisait aussi des vulnérabilités zéro clic. Il y en a eu d'autres, et ça tourne souvent d'ailleurs autour d'outils de messagerie, sur WhatsApp, il y en a eu plusieurs. Et qu'est-ce qui rend Ecolic particulier? C'est aussi le fait qu'elle utilise des vulnérabilités sur du langage et sur des moteurs d'IA générative. Et en fait, il y a un type d'attaque qui s'appelle le prompt injection, ou l'injection de prompt en français, qui consiste en fait à détourner les mécanismes de protection qu'ont les intelligences artificielles pour soit lui faire donner des données qui sont censées être confidentielles, ou alors lui faire des tâches qu'elle n'est pas censée faire, comme création de malware, par exemple. D'accord. Et donc, dans le cadre des coliques, il y avait des agents d'intelligence artificielle qui analysaient les mails reçus dans la messagerie d'Office 365, et ils ont injecté dans un mail un prompt qui a été interprété par ces agents d'IA et qui a du coup permis de récupérer de l'information confidentielle de la société qu'ils ont fait semblant d'attaquer. D'accord, ça fait un petit peu peur. Et quelle a été la réaction et comment on trouve une parade alors à ce type Alors, d'attaque possible sur effectivement, ces grands modèles de langage et ces IA génératives qu'on utilise de plus en plus? exactement, c'est le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une adoption massive de ce type d'outils. Même si on va beaucoup parler de risques et de menaces aujourd'hui, je pense que c'est fondamentalement quelque chose qui rime avec progrès. On avance dans le bon sens. C'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. On a déjà eu ce type de comportement avec notamment les Alexa, Siri, Oui, qui les assistants permettaient, vocaux. exactement, merci, le nom m'échappait, des assistants vocaux qui permettaient en fait de provoquer des réponses et parfois donner de la donnée alors que c'était pas forcément idéal. Donc on a déjà eu ce type de menace avant, ce type de résultat. Ce qui est nouveau, en fait, c'est simplement la méthode. Au lieu d'attaquer un code, ici, on va vraiment attaquer avec du langage. Et c'est un petit peu nouveau, mais l'attaque En en fait, elle-même est... on se sert de l'IA, on se sert du fonctionnement de ces grands modèles de langage. Ça ne va pas s'arranger avec la multiplication des agents, j'imagine. Qu'est-ce que vous voyez arriver comme nouvelle génération de cyberattaques, justement, Alors, François? on n'a pas encore
de cyberattaque qui pourrait représenter une grosse attaque d'un gros pays, par exemple, en disant à l'IA, fais-moi la même attaque que la Russie ou la Chine. C'est pas encore aussi simple que ça. Mm. En revanche, dès qu'on veut attaquer des gros volumes de données ou accéder, comme a dit Adrien, comme on fait tourner beaucoup de moteurs d'IA pour nous aider au quotidien, en tout cas beaucoup d'entreprises utilisent Copilot ou d'autres solutions pour traiter justement ce volume de mails, avoir des réponses synthétiques. Il y a beaucoup de tâches qu'on peut automatiser comme ça. Ces moteurs-là ont accès à de nombreuses données, donc ça devient une cible d'intérêt de les solliciter par les attaquants pour récupérer tout ce qui est données sensibles, informations financières, Et puis en plus, on ne met plus notre nez dedans finalement. On sort un peu du jeu, donc on laisse faire les agents intelligents. Tout à fait. Ça nous rend un peu feignants. Oui. Ça, c'est le piège à éviter. On a moins de vigilance peut-être. Ouais. Exactement. Donc on dit souvent que est-ce que les moteurs vont remplacer les analystes ou certains métiers. On est plusieurs à penser que ça ne remplacera pas les gens. Par contre, ceux qui s'en servent remplaceront sûrement ceux qui ne s'en servent pas. Ça, c'est fort possible, si on s'en sert bien. Donc, mais oui, les attaquants regardent tous les jours comment utiliser justement ces interfaces qui permettent, en un point d'entrée, si je résume, d'avoir accès à un volume de données énorme, j'allais dire sans que personne ne voit comment c'est rentré ou sorti, puisque c'est tout automatisé. Donc Adrien, c'est pas complètement nouveau et tout ça. Donc on a les parades aujourd'hui. On a la publication qui a été évoquée, c'est justement une forme de parade, c'est tester des systèmes pour ensuite avertir les éditeurs avant, comme l'a dit Adrien, pour qu'ils aient le temps de corriger. Ouais. Donc ça, c'est le travail de tout un tas d'entreprises, dont Checkpoint. Oui, mais on corrige une faille, mais il y en a une autre qui s'ouvre ou qu'on n'a pas encore détectée. Bien sûr, c'est un petit peu la difficulté de faire de la cyber. Si on avait déjà le périmètre à sécuriser sans avoir de nouvelles surfaces d'attaque qui viennent s'intégrer, ça serait beaucoup plus On facile. peut imaginer demain la création d'anti-malware qui prévoit ce type d'attaque. Il y a déjà des concepts actuels qui permettent un petit peu de se protéger. On parle du concept beaucoup de zéro trust depuis quelques années dans la cybersécurité. Dans l'intelligence artificielle, il y a du code qui va l'accéder à certains types de données. Par exemple, dans les moteurs d'IA générative, vous avez les données d'entraînement et vous avez les données qui vont arriver au quotidien par les utilisateurs. Normalement, ces deux catégories de données sont complètement isolées, hermétiques. Oui. Et les données d'entraînement ne doivent pas servir dans les réponses aux questions des utilisateurs. Des requêtes, oui. Et donc, c'est la segmentation, le contrôle d'accès de qui ou quoi accède à quelles données à quel moment fait partie un petit peu du concept du zéro trust. Et si on arrive à limiter ou à cloisonner correctement ça, déjà, c'est beaucoup de risques qu'on va enlever dans ce type de fuite de données, puisque dans le cas de Ecolic, il y a eu une fuite de données involontaire. Alors, vous parlez du zéro trust. Moi, je ne sais pas comment on va vivre ce zéro trust à l'ère des lunettes intelligentes avec des caméras embarquées, à l'ère des caméras qui embarquent aussi des algorithmes d'IA et de reconnaissance automatique de mouvements de foule, on va dire. La reconnaissance faciale quand même qui perce de plus en plus dans la société, tous ces objets connectés qui nous entourent. En fait, la question que je me posais, c'est que reste-t-il de notre vie privée ? Alors, avant de répondre à cette question, peut-être un éclairage sur les caméras augmentées, par exemple, qui sont effectivement en grand développement. De nombreux acteurs aujourd'hui... Parce qu'on a découvert leur utilisation, en tout cas, on a légiféré sur leur utilisation pour les Jeux Olympiques, dans un cadre, on va dire, expérimental, ponctuel, mais finalement, ça s'est terminé, l'expérimentation. Non, elle est renouvelée, elle a été adoptée dans le cadre des JO 2030. Donc ça y est, maintenant on est dedans. On est dedans. Alors il y a eu déjà un rapport qui a été rendu au mois de janvier dernier sur les 8 cas d'usage qui étaient autorisés dans le cadre des JO, mais pas que, puisqu'il y avait aussi les manifestations d'ampleur qui étaient couvertes par ce sujet. Et on s'est aperçu que sur les 8 cas d'usage, il y en avait 4 qui étaient plus ou moins efficaces. Les algorithmes, finalement, permettaient de détecter l'événement, un objet abandonné, un départ de feu, une personne au sol, etc. Et puis 4 autres cas d'usage pour lesquels les algorithmes n'étaient pas suffisamment entraînés et qui ne permettaient pas aujourd'hui de satisfaire finalement à la protection de la vie privée. Donc ça, c'est Quels sont ces 4 cas d'usage qui ne sont pas je ne les satisfaisants? Je ne les avais pas en tête. Bon, c'est pas grave. Okay. Mais typiquement, on a une ligne de crête, c'est-à-dire que la réglementation, elle est aujourd'hui à titre expérimental. Il y a des dispositifs algorithmiques qui sont proposés par les différents fournisseurs de systèmes de vidéoprotection, de vidéosurveillance, et des acteurs qui sont tentés de les utiliser. C'est-à-dire que la reconnaissance faciale, aujourd'hui, elle est efficace, sauf que pour reconnaître quelqu'un, pour reconnaître un individu, il faut pouvoir, comme pour l'IA finalement, entraîner l'algorithme de façon à avoir une banque de données suffisamment importante, une banque d'images. Et ça suppose qu'on puisse
l'utiliser. Aujourd'hui, le gouvernement... Ça pose des questions, Jean, Attends. pour la FCDP, pour un DPO qui Ouais, s'occupe de la complètement. protection des données personnelles, savoir est-ce qu'on a le droit de créer ces bases de données? Eh bien, à l'heure actuelle, en l'état actuel de la législation, c'est un non catégorique, ça c'est une certitude. Ouais. On sait que certains de nos ministres de tutelle militent pour qu'on puisse utiliser la reconnaissance faciale. Il faut que ce soit véritablement encadré, puisque on peut imaginer des détournements. Alors, je prends un exemple d'une personne qui est fiché S. Mm. Typiquement, on pourrait dire que c'est légitime de pouvoir utiliser la reconnaissance faciale pour pouvoir la tracer, la suivre, la surveiller. Sauf que pour pouvoir la surveiller, il faut pouvoir disposer de cette banque de données dont je parlais juste avant. Et ça suppose que vous, comme moi, on soit dans la banque de données en question, qu'on accepte que nos données fassent l'objet d'un traitement, que notre image, que nos mouvements fassent l'objet d'un traitement. Et ce qui suppose une intrusion sur la vie privée. Donc, pour répondre à votre première question, que reste-t-il de notre vie privée si je me réfère à juste cette reconnaissance faciale, mais il ne reste pas grand-chose. Alors, l'Acte, quand même, précise que la reconnaissance faciale fait partie des usages à haut risque. Pour autant, vous avez l'impression que les mentalités évoluent là-dessus. Vous avez parlé des fichiers S. Moi, j'entends les débats qui disent finalement, pour des raisons de sécurité, peut-être qu'on peut accepter certaines technologies qu'on aurait refusées avant. Exactement. Pour illustrer le propos, c'est simple. Il y a une vingtaine d'années, vous n'auriez pas accepté que Google utilise une vingtaine d'années, peut-être 30 ans même maintenant, que Google exploite toutes vos données. Aujourd'hui, c'est un fait qui est accepté. On a notre smartphone qui en savent plus que nous sur nous. Donc typiquement, et Google qui en sait plus que nous sur nous aussi. Donc ça, c'est accepté par la société. Auparavant, ça n'aurait pas été. Donc effectivement, je dirais que dans les communiqués, dans les médias, on prépare, je dirais, les citoyens à élever leur niveau d'acceptabilité de cette surveillance généralisée. Nous, on essaye de les préparer à être vigilants quand même sur ces sujets. Oui, tout à fait. Il faut les sensibiliser, mais on s'aperçoit bien que, au travers des dispositifs expérimentaux pour les JO, qu'on élève tout doucettement, mais sûrement, mais assurément, ce niveau d'intrusion, ce niveau de surveillance, ce qui suppose que demain, on puisse imaginer que la reconnaissance faciale soit utilisée, oui. Et si je reviens à mes histoires aussi d'objets connectés, de lunettes qui embarquent des caméras, je pense au Ray-Ban de Meta et tout ça. Comment est-ce que vous percevez ça, vous, d'un point de vue cyber, François? Moi, je vois ça comme des infrastructures d'attaque et plus de Ah ouais. possibilités pour les attaquants. D'accord. Mais c'est mon métier. Non, mais en même temps. véritablement, qu'est-ce qu'on Oui, peut parce faire que avec une paire de lunettes? Aujourd'hui, on a une tendance de tout ce qui est équipement non connecté, justement, ces caméras, toutes ces choses qui ne sont pas forcément sécurisées intrinsèquement. On a beaucoup d'attaquants qui les enrôlent justement à base d'IA, des millions ou des volumes très élevés, pour avoir soit des infrastructures pour conduire des attaques, en déni de service, attaquer un site web. Voilà, il y a toujours un processeur, un peu de mémoire, on peut faire des choses avec ça quand on en a beaucoup. Et puis, il y en a qui s'en servent pour anonymiser, c'est-à-dire pour conduire une attaque et qu'on ne puisse pas remonter à l'origine de l'attaque. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage de ce genre de choses. Et puis, comme ça a été évoqué, si après on a un problème de sécurité sur la base de données derrière, je ne parle pas de ce qui sera légiféré, légal ou pas, mais si on a accès à ce genre de base de données, si moi j'ai accès à vos lunettes en tant qu'attaquant, Qu'est-ce que vous pouvez faire avec mes lunettes? mais je verrai ce que vous voyez. Donc, potentiellement, j'aurai accès à pas mal de choses. On en parlait tout à l'heure dans le couloir, mais vous savez, normalement, on se disait qu'il y a normalement la lumière quand ça filme pour que la personne en face sache qu'elle est filmée. Oui, on met parfois des caches sur Sur les l'œil caches, de la caméra de notre on ordinateur. On peut ouais. casser la caméra et puis ils vont trouver un moyen de le désactiver, ce genre de choses. Donc ça donne une surface d'attaque plus élevée. Ouais. Il y a deux cas d'usage flagrants. Il y a celui du chantage. Effectivement, on vous a vu faire quelque chose, peut-être que vous n'auriez pas aimé qu'on voit faire, et donc du coup, on va vous demander de l'argent en échange de la suppression de l'information. Et puis, il y a l'espionnage industriel aussi. Oui. Si vous travaillez dans la banque avec accès à des comptes ou des datas clients, ça peut... Et au-delà Ça peut être problématique. Mais je voulais avoir une réaction aussi quand même sur ces lunettes qui filment aujourd'hui. Vous filmez des individus, donc la vie privée typiquement. Non, mais aujourd'hui, c'est interdit en France. On n'a pas le droit de faire ça avec le RGPD. On n'a pas le droit, enfin, il n'y a rien qui l'interdit à mon sens. C'est-à-dire que le RGPD, c'est pour les entreprises. Donc là, ce sont des particuliers. Les particuliers peuvent capter Exact. des... Oui, mais alors c'est le droit à l'image, peut-être qu'on peut opposer. Tout à fait, complètement. Ça reste compliqué, le droit à l'image. Oui, c'est une certaine complexité, donc je ne vais pas m'engager sur ce sujet-là. Mais au-delà de ça, quand vous avez des lunettes connectées, on va pouvoir capter finalement vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que ce que vous regardez, ce qui capte finalement, ce qui présente un intérêt pour vous. Et à partir de ces centres d'intérêt-là, on va pouvoir
proposer différents produits, différents services, différents sujets à lire qui vont pouvoir influencer votre Oui, c'est le sujet de la façon de penser. manipulation encore, Complètement. puissance 10, quoi. Et c'est le cas. Je voulais quand même qu'on termine très rapidement sur la question des hôpitaux. Est-ce que les hôpitaux aujourd'hui vous semblent mieux armés? Alors, il y a une interview qui a été réalisée par Lily Zalkind lors du Paris Cyber Summit qui s'est tenu début juin. Je vous propose qu'on l'écoute. Je suis ici avec Christophe Matler, qui est directeur de projet à la DNS, Délégation numérique en santé. Alors Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos grandes préoccupations en 2025, mais plus largement pour le numérique en santé? Alors, à la délégation au numérique en santé, notre enjeu principal, c'est que la sécurité, évidemment, de tous les patients français, de tous les citoyens français, soit assurée. Et donc, pour ça, aujourd'hui, nous, ça passe par un certain nombre d'actions. Donc, la première, c'est de sécuriser les structures qui prennent en charge ces patients-là. Donc, évidemment, les hôpitaux, le secteur médico-social aussi, mais plus loin, toute la chaîne d'approvisionnement et tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge des patients. Donc là, on est plutôt sur des actions qui sont des actions de mise en sécurité opérationnelle des acteurs. On a un autre pan qui va être extrêmement important dans les mois et dans les années à venir, c'est la mise en conformité avec la directive Nice 2. Dès que la transposition française sera réalisée, il y aura un certain nombre d'actions à réaliser par toutes ces entités qui vont être régulées. Elles seront très nombreuses en France, plusieurs milliers dans le secteur de la santé. Et évidemment, il faudra qu'on accompagne ces structures-là vers cette conformité. Et est-ce que vous sentez justement que ces acteurs ils sont assez au fait avec cette directive ou il y a encore beaucoup de défis? Alors on a encore un certain nombre d'incertitudes qui pèsent du fait que les textes ne sont pas publiés, notamment sur les exigences détaillées qui seront imposées aux structures, puis sur des éléments un petit peu plus opérationnels ensuite, sur notamment les sanctions qui pourraient être prises et le temps qui sera donné aux structures pour se mettre en conformité. En dehors de ça, oui, les structures sont plutôt au courant de l'arrivée de la directive, conscientes à peu près des enjeux qui sont poursuivis par celle-ci et des actions qu'ils doivent mettre en œuvre, qui sont pour la plupart déjà entamées dans beaucoup d'entre eux. Une réaction, François? Oui, non, ce qu'on peut constater sur les hôpitaux, c'est la prise en compte du risque est là. Il y a eu beaucoup d'initiatives, France Relance, beaucoup de travail de Oui. l'ANSSI. Donc ça, c'est ce qui manque encore, ça va être les moyens pour faire ça dans le temps. Enfin, voilà, les hôpitaux ou le système de santé français a des problèmes de budget réguliers, que ce soit dans les recrutements ou dans les salaires. Donc, est-ce que la cybersécurité passera au bon niveau, avec les bons moyens, pour justement répondre à ces contraintes réglementaires? Ça reste encore un sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Ça y est, c'est passé très vite. François Deruty, je rappelle que vous êtes le patron de la recherche, du renseignement sur les cyberattaques chez Sequoia. Adrien Merveille, expert cyber chez Checkpoint France. Et Cyril Chauvel, membre de la FCDP. Merci à tous les trois.